Bonjour à tous, merci d'être venus jusqu'ici par ce temps magnifique. On va aller très rapidement parce que nous n'avons qu'une heure pour parler. Donc je vais tout de suite vous présenter la personne qui est à côté de moi, qui est Daniel Cohen, qui a cette particularité d'être éditeur, ce qui n'est pas le métier le plus facile du monde. Au bout de table, Frédéric Albert Lévy, qui fait un métier assez extraordinaire, entre autres critique. Donc nous aurons donc vraisemblablement son point de vue. Et entre les deux personnes que je viens de vous présenter, Olivier Peraldi, auteur. Nous sommes ici à l'occasion d'anniversaire du livre d'Olivier qui s'appelle Les 5 nuits d'insomnie. Et si vous le voulez bien, tout de suite, je vais demander à Maud sans lui, de bien vouloir nous lire un premier extrait, et je la laisse faire comme elle le souhaite. Je me sens perdue. Avant que soudain, là-bas, face à moi, la porte s'ouvre, révélant un lieu de lumière et de bruit. Le hallebardier abat son arme, 2 hommes traversent la pièce à grands pas, bousculant dans un souffle les flammes des chandeliers et réveillant sur leur passage tout un cortège d'ombres dansantes. Ils ordonnent à la masse sombre de se taire avant de me croiser, sans me voir. Je profite de la situation et me dirige sans plus aucune précaution vers la salle entrevue lumineuse et bruyante, avant que les huissiers aient refermé la porte. Je me risque à l'ouvrir à mon tour. Ni garde, ni huissier ne réagit. Je vois tout, nul ne me voit. J'entends tout, nul ne m'entend. Je suis entraînée sans l'avoir voulu dans une coursive à la suite du peintre. La nuit est avancée, la musique désormais au loin, les rumeurs étouffées par-delà murs et couloirs. L'empereur du Saint-Empire germanique, roi de Bohême, de Silésie et de Hongrie, et le peintre arpentent le long au fil long de la galerie des curiosités. Arcimboldo écoute l'empereur, les yeux fixés sur cet autre oiseau là-bas, gros, rond et bas sur pattes, venant d'une lointaine île australe, et dont le bec, pendant et incurvé, est trop lourd. Non loin, le loup gris, le lion et l'aigle observent. Nous voulons le plus beau des oiseaux, il sera l'ornement des festivités. Comme il plaira à sa majesté. Mais le délai est très court, n'est-ce pas? Il y a le temps de séchage et il y a beaucoup à faire, les préparatifs des fêtes. L'empereur baisse le front sans lâcher le peintre du regard. Pour que la chose soit la plus extraordinaire encore, prends le plus vil des volatiles, le plus repoussant et fort justement mal aimé, le plus noir et maudit de la création, et ton génie fera le reste. L'ordre est donné à voix basse, le peintre recule d'un pas, baissant le regard, les épaules courbées. Je prie déjà pour être digne de votre souhait, sire. Abasourdi, balbutiant, le peintre s'enfonce dans la pénombre des couloirs, sans prêter attention aux grimaces des huissiers qui ouvrent et ferment sur ses pas les immenses portes au-delà desquelles règnent les ombres. Comment peut-on peindre en si peu de temps? Sa Majesté se moquera-t-elle? Qu'a-t-il fait pour mériter un tel piège? Ainsi commença l'histoire. Je posais la première question à Olivier. J'ai lu son roman il y a maintenant 1 an. Il y a 2 choses que je reconnais en lui. C'est la course après le temps et par ailleurs la recherche du peintre et de l'auteur, de l'artiste, face à son œuvre. On est au XVIe siècle, Maud nous l'a bien dit, nous sommes à Prague. Comment, Olivier, tu peux avoir des idées pareilles de développer un tel sujet? J'ai été bien aidé par Prague, parce que Prague est quand même une ville qui inspirante, qui amène à l'imagination. Prague, c'est une ville qui, précisément à cette époque-là, est particulièrement, on dit aujourd'hui en disruption, disruptive. À ce moment-là, on sait que c'est une époque de grands changements, de basculements. Il y a des guerres de religion,
Il se passe beaucoup de choses. Il y a là, c'est en 1585. 20 ans après, du château de Prague, on va défenestrer un certain nombre de décideurs, on dirait politiques aujourd'hui. Les temps sont violents. Ils sont peut-être pas si éloignés de ce que nous vivons en réalité. Et donc, au fond, la question que tu me poses, Michel, c'est pourquoi avoir l'idée de parler de cela. Enfin, j'ai presque un peu le sentiment de parler de notre époque, ou plutôt de peut-être ce qui nous manque à notre époque. Hein. C'est-à-dire une certaine spiritualité aussi. Ça, ça fait partie des constats que je fais. Donc, voilà un peu l'approche qui a été la mienne. Après, Prague nous aide parce que Prague est une ville qui nous fait voyager, voilà, en tout cas, moi ça me fait voyager. J'y suis allé plusieurs fois, je vais y retourner bientôt. Et voilà, je croiserai peut-être un corbeau là-bas. Daniel, quand tu reçois ce tapuscrit, tu te dis qui est ce cinglé, ou tu te dis ah, je reconnais quelque chose que j'ai envie d'aider à développer. Je ne dis pas qui est ce cinglé, puisque je le connais depuis 2008. C'est de moi dont vous parlez. Et depuis 2008, ça faisait à peu près presque une trentaine d'années que je le connaissais. Alors, il me dit que je prépare quelque chose dont le lieu essentiel est Prague. Et il le dit avec une forme de plaisir, de douceur aussi, et avec cette manière, tu vois, moi aussi, je vais parler de Prague. Parce que Prague est une ville qui est entrée dans mes veines quand j'étais un enfant au Sahara. Vous allez me dire quel est le lien qui va de Prague au Sahara. Et bien sinon, le fait qu'il y a un lien de la terre ici à la Prague est entrée dans ma vie parce qu'au Sahara, quand j'étais enfant, pour un tout petit peu me désennuyer, je tournais les pages du Larousse et je suis tombé sur la photo qui ornait la page P. Sur la page P, il y avait le bon chat. Et il n'y avait pas Peraldi. Non, mais ça aurait pu, et ça ne l'a pas été. Il a fallu attendre beaucoup d'années. Et voilà, ah bon. Alors, il me dit que ça se passe à Prague, et moi je vois les choses pendant les guerres de religion, et pendant les guerres qui ont ensanglanté Prague à ce moment-là. Et je pensais avoir un livre pittoresque. Ce n'est pas que j'ai été déçu, au contraire. Moi j'ai toujours dit qu'Olivier est un philosophe, mais un philosophe silencieux. Il ne le révèle pas comme ça immédiatement. Et le livre qu'il écrit est un livre qui fait de Prague à la fois une héroïne et en même temps une espèce de dame céleste, tout doucement, sans trop appuyer. Et voilà, c'est très bien. Et c'est comme ça que j'ai publié pour la première fois les 5 nuits d'insomnie, il y a maintenant 2 ans, n'est-ce pas? Ça fait 14 mois très exactement. Bon, 14 mois. Bon, d'accord. Je pense qu'on a beaucoup lu. Voilà. Voilà. Alors, je sens cette complicité entre auteur et éditeur, ce qui n'est pas si fréquent que ça, après tout. Et comment reçoit le critique ce livre au moment où ça lui arrive dans les mains? Le critique est de moins en moins critique parce que quand on sait le travail accompli par l'auteur au sens général du terme, par exemple, je ne peux pas supporter qu'on dise du mal d'un film quand il y a 50 personnes qui ont travaillé 3 ans dessus. Même si le film est mauvais, il y a un minimum de décence. Donc le critique se sent chaque jour qui passe moins critique. Alors, a priori, bonjour, le livre, je le lis bien sûr. Je voudrais dire 2 choses. C'est qu'Archibaldo ne m'a jamais vraiment passionné, mais grâce à Olivier, je le connais beaucoup mieux maintenant. Et alors Prague, attention à ce que je vais dire parce que ça va vous faire sourire ou ricaner. Prague pour moi c'est James Bond puisque
Il y a des James Bond qui se passent à Prague, et c'est la ville de l'espionnage. Mais il se trouve que je pense que c'est en rapport pratiquement direct avec le sujet, puisque quand on lit le bouquin, ou pour donner un exemple, le texte qui a été lu par Maud il y a 5 minutes, qui parle? Franchement, j'en sais rien. Bon, et c'est un flou volontaire du livre qui fait écho au tableau-même d'Archibaldo, puisqu'on voit toujours au moins 2 choses en même temps, puisqu'on voit un visage, on voit aussi des pommes, des poires, et peut-être des Scooby-Doo dans certains cas. Et donc, qu'est-ce qu'un espion? C'est quelqu'un qui, par définition, a une double identité. Et donc, même si, je l'avoue, bon, Archibaldo ne m'a jamais enthousiasmé, j'ai trouvé qu'il y avait une cohérence parfaite entre le flou d'Archibaldo et aussi le fait que quand on lit le texte, à certains moments, on est perdu. Ce que je n'aime pas beaucoup, moi, je n'aime pas qu'on me perde, mais là, j'ai envie de dire, c'est le sujet. Alors, je ne sais pas si l'auteur est d'accord, mais enfin, voilà ce que j'avais à dire. Olivier va répondre. Je peux réagir aux critiques. C'est pas une critique. Non. Moi, j'aime bien l'idée de l'espion. J'aime bien l'idée de l'espion qui est d'abord un observateur et qui peut-être à un moment donné va témoigner. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'était au fond la correspondance qu'il pouvait y avoir, l'observation, enfin, oui, le geste, si je puis dire, d'observation entre le créateur ou l'auteur, le peintre, et son œuvre. Et je me suis beaucoup amusé, en fait, au fil des chapitres, à montrer que ce regard évoluait de part et d'autre tout au long de la narration, en fait. Donc j'aime bien cette idée, justement, d'espionnage, parce que la question, c'est de savoir, au fond, de l'auteur, entre l'auteur et l'œuvre, lequel des deux possède l'autre, en réalité, et lequel des deux se joue de l'autre. Et je pense qu'il y a comme ça un jeu de ping-pong entre celui qui crée et ce qu'il est en train de créer. La question, c'est de savoir est-ce que l'œuvre elle précède ou pas l'auteur, est-ce que l'auteur est plutôt, quelle que soit d'ailleurs son expression artistique, est-ce que l'auteur est plutôt celui qui va révéler quelque chose qui préexiste, si on peut dire, ou est-ce qu'il a, mis à part le fait de cette révélation, est-ce qu'il a une valeur ajoutée? C'est une question qui est posée. Je vais rebondir sur ce mot de Borges que tu m'as signifié il y a quelque temps, c'était que la littérature n'a pas été une souffrance, mais une joie dans sa vie. Ce que tu viens de dire semble le confirmer. Je confirme. Et en même temps, la question de fond, c'est est-ce que l'auteur crée ou est-ce que l'œuvre crée l'auteur? Daniel? Les deux. L'auteur crée, par définition, une œuvre, et l'œuvre attrape l'auteur. Je suis un éditeur un peu singulier, c'est-à-dire que ce n'est pas mon métier d'éditeur qui m'a conduit à la littérature, à l'écriture, c'est l'écriture qui m'a conduit à l'édition. Une chose un peu singulière quand on sait que éditer est affreusement difficile et fort peu soutenu, ni par les amis, au sens oulala, où vas-tu, ni par l'État, vers qui en général on se penche. Et puis finalement, Horizon est né de cette impossibilité de lâcher prise et la décision de faire ce que l'on doit faire. J'ai donc connu Olivier, je le disais, en 2008. Il cherchait un éditeur et c'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà. Depuis, on a publié, je crois, 5 ou 6 livres.
Alors j'aimerais bien qu'il y en ait eu 5, mais je le prends comme de bon augure. Il y en a eu 3. Frédéric, un avis sur cette question? Pour savoir si c'est l'auteur qui crée l'œuvre ou l'œuvre qui crée l'auteur, me vient à l'esprit en ce moment même, puisque j'ai déjà avoué publiquement que je m'intéressais au cinéma. L'un des premiers livres que j'ai lu sur le cinéma était sur Chaplin. Et je me souviens toujours de ce qu'on racontait à propos d'une scène du film qui s'appelle en français L'opinion publique, mais dont le titre original est A Woman of Paris, une femme de Paris. C'est l'un des rares films, enfin peut-être même le seul de Chaplin qui ne soit pas du tout comique. Et à un moment donné, donc, il y a une scène de séparation sur un quai de gare. Le film se tourne aux États-Unis, mais je répète que ça s'appelle The Woman of Paris. Et Chaplin est très embêté. Pourquoi? Parce que les trains américains ne ressemblent pas du tout aux trains français. Je crois même que l'écartement des voies aux États-Unis n'est pas le même qu'en France. Alors, ça l'embête, et que fait-il? Il décide de ne jamais montrer le train, et on voit simplement, on devine la présence du train par les reflets de la lumière du train qui s'éloigne donc sur l'héroïne. Et c'est amusant parce que cette scène est restée dans l'histoire du cinéma, et évidemment, comment la commente-t-on? Le fait qu'on ne voit pas le train marque encore mieux l'isolement et l'abandon de l'héroïne sur son quai de gare. Donc voilà quelque chose, et on pourrait citer bien d'autres exemples. On pourrait citer bien d'autres exemples dans l'histoire du cinéma où telle scène a été mise en scène, non pas parce qu'on voulait la mettre en scène comme ça, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire. Et la limitation même des moyens lui donne une force. Ça ne change pas le sens, mais ça, au contraire, ça souligne le sens initial. Donc, où est l'auteur là-dedans? Une instance supérieure qui a décidé un jour que quand Chaplin tournerait son film, il serait bien embêté d'avoir en face de lui des trains qui ne ressembleraient pas aux trains français. Merci Frédéric. Il y a peut-être une phrase quand même qu'on peut citer de Hannah Arendt, sur cet effet de miroir un petit peu entre celui qui crée, on va dire, ou qui révèle plutôt d'ailleurs, et l'œuvre. Elle dit, c'est pas, en réalité, elle dit, c'est pas l'œuvre qui habite l'artiste, c'est l'inverse. C'est l'artiste qui habite dans l'œuvre. Et je pense que c'est assez vrai. Alors, si vous voulez bien, on va demander à Maude de nous lire un second extrait. Je n'apparaissais pas encore sur la toile, mais je percevais, comme si c'était moi, le sourire à peine retenu du peintre. Il me posa sur le chevalet et ce fut son premier véritable regard scrutateur me concernant. Je sentis alors le sourire céder la place à un air soucieux qu'il ne quitta plus les jours et les nuits qui suivirent. Comment faire en 5 nuits ce qui demande 40 jours? Quel défi! Tu seras l'apothéose des festivités princières. Comment vais-je faire? Il me faut de l'huile cuite. Tu seras l'inouïe créature du carnaval. Bien plus beau que cette fichue girafa dont on me rebat les oreilles et que l'on dit sur le chemin que j'approche de Prague. Le temps de séchage et silence. J'ai tout prévu pour les fêtes. Où ai-je mis mes pinceaux? Thomas, ceux en soie de Port-Blanc. Je t'ai déjà en tête. Tout sera en ordre. Le programme a été vu et revu 100 fois. Trouve aussi ceux en poil d'écureuil. Les charpentiers sont à l'œuvre, les forgerons battent le fer. N'oublie pas les putois. Les coups sont rapprochés, les équarrisseurs aiguisent les couteaux à cochon, j'ai tout prévu. Mais il faut veiller chaque instant, et auprès de chacun. Il va falloir que je travaille aussi la nuit. Les tubes de métal pour les pinceaux. Thomas, les tubes de métal, les pennes de vautour, doigts, poules, pigeons, 5 nuits, c'est trop court. Il approcha son visage, s'appuya sur le dossier de la chaise. Il l'avait mise de biais, près de la toile. Je crus qu'il me regardait droit dans les yeux, comme si j'étais déjà née. Il chuchota. Il doit bien y avoir parmi tous ces poisons un élixir capable de me faire retrouver le souffle de 20 ans. Ou de 30 ans, ça ira bien aussi. Je suis essoufflée. Et ce ne sera pas pour rien. De ce souffle va naître la plus belle œuvre de l'esprit et de mes pinceaux. Âme de mon âme, enfant élancé sublime, victorieux. Tu ne sais pas encore, toi, mon enfant, ma chair de ma chair, mes ailes, mon sang de rubis, moi, je sais. Tu seras le plus beau des oiseaux.
belle créature. Tu seras admiré, j'en serai récompensé. Toute la cour viendra te voir, on s'extasiera sur ton universelle nature. Tous acclameront mon génie, moi ton créateur, moi ton géniteur. Et l'empereur me nommera comte palatin. J'épouserai Clara et nous irons vivre à Milan. Il traça un cercle du doigt derrière la tête en regardant le plafond à l'oblique. Il revint vers moi, un bras plié sur la poitrine. Il parlait tout en s'activant aux préparatifs. Je me reculais dans l'ombre. Il disposait les bols et les pinceaux. « Ça y est, me dit-il, saisissant la toile à deux mains et approchant un regard inquiet. Tu as peur? Où es-tu? Ne te cache pas, je te garde, reste là. Je te perds, ne pars pas, c'est de toi qu'il s'agit maintenant, le plus beau des oiseaux. Je sais déjà comment tu es, qui tu es, ce que tu fais. Je vais te révéler au monde. Tu vas sortir de l'invisible, ici, sur ce chevalet. Tu es déjà là. Tu vis déjà là. Merci Maud, j'ai l'impression d'être dans l'atelier là, donc c'est très touchant. Une petite question pour Olivier, qu'en général on pose à l'auteur d'une manière générale, parce qu'on est tous toujours très curieux. Comment tu es écrit? Comment? Pourquoi? À quel moment? Je crois savoir que tu travailles par ailleurs. Tu veux dire que, à part l'écriture, je travaille, c'est ça? J'écris mes moments perdus, comme on dit, mais ils ne sont pas forcément totalement perdus finalement. Oui, si la question c'est de savoir si l'écriture est quelque chose d'important, la réponse est oui, ça c'est certain. C'est important pour des moments comme cela, par exemple. C'est important pour échanger, j'ai besoin de ça. Voilà. Mais il y a aussi cette question j'insiste là-dessus, mais de la révélation, hein, c'est-à-dire que quand on a un certain nombre de choses en tête, les poser, je pense que c'est pareil dans le cinéma, mais voilà, les faire émerger, on va dire, et les mettre en ordre. Il y a ce travail-là qui est, tu citais Borges tout à l'heure en disant que pour lui l'écriture était une joie. Souvent on entend dire que la création se fait dans la douleur, il faut... je suis pas certain. Je pense qu'au contraire, le fait de créer, c'est plutôt sortir d'une certaine douleur, peut-être, d'une certaine souffrance, peut-être. Voilà, tout au contraire. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Moi, j'aime bien cette image qui est de dire, mais finalement, se souvenir que il y avait des chevaux à Lascaux avant même qu'ils soient sur la paroi. Il y en avait. Et donc, s'ils existaient, ils étaient réels. Et je ne pense pas que le ou les peintres de Lascaux aient créé dans la souffrance. Je ne suis pas sûr du tout. Et pourtant, c'est une œuvre. Et cette œuvre-là, elle a passé quelques siècles. Et je pense que c'est pas terminé. Et donc, oui, c'est dans la joie, j'espère, en tout cas. Et la méthode? Alors la méthode, c'est toute une maturation, je crois que j'invente, enfin tout le monde le sait je pense, hein, mais c'est une maturation, il y a une réflexion qui prend du temps, en tout cas pour moi je suis laborieux, je ne sais pas faire l'écriture automatique, je ne sais pas faire. Mais ce que j'ai lu d'écriture automatique ne m'inspire pas trop, parce que de ce que certains ont fait avant, c'est pas ça qui me touche le plus. Donc c'est un vrai, pour moi en tout cas, c'est un vrai labeur. Mais ce n'est pas un labeur, encore une fois, qui se fait dans la souffrance. Au contraire, c'est assez galvanisant. Après, de façon très concrète, c'est tout un travail de recherche. Je ne vivais pas en 1585 à Prague, dans le château. Donc il a fallu que j'aille un peu chercher les témoignages de ceux qui ont pu vivre ça ou qui ont pu en parler. Et c'est là où on voit bien que, enfin en tout cas, moi je n'écris pas ex nihilo. J'ai besoin de tout ce que les autres ont pu faire avant. J'en ai besoin. Voilà, donc j'ai lu beaucoup de choses sur Prague. C'est bien avant même d'avoir l'idée de faire ce livre d'ailleurs, en fait, hein, puisque on voit bien l'interpénétration, c'est-à-dire que on est à un moment donné pour X raisons, enfin moi je suis à un moment donné pour X raisons intéressé par tel sujet. Là je suis en train d'écrire sur tout à fait autre chose. J'espère qu'on se retrouvera à ce moment-là, quand j'aurai sorti le truc, mais
Vous verrez, c'est très différent. Mais parce que d'abord, il y a des choses qui m'intéressent en tant que personne, pas spécialement en tant que... Je ne m'imagine pas écrire là-dessus à ce moment-là. Je vais chercher, je creuse la question, à un moment donné, ça m'inspire. Et puis après, on pose sur le papier, on déchire beaucoup. Alors maintenant, moi, je déchire moins parce que tout est numérique. Donc on efface, on écrit, enfin, vous connaissez ça par cœur. Ça, c'est la méthode, c'est très long. Et après, moi, je doute beaucoup, donc toute la difficulté, c'est est-ce que je fais lire à d'autres ou pas, pour me réassurer ou pour m'inquiéter. Et en réalité, ben non, on le fait pas. Enfin, moi, je le fais pas parce que c'est difficile de faire lire aux autres. Donc, il y a peut-être 2 personnes autour de moi auprès de qui je me tourne de temps à autre. Alors, la question, juste après tes propos, c'est un soin ou une thérapie? C'est pas une thérapie. Parce que je pense pas être malade. Enfin, je ne pense pas qu'il faille être malade pour écrire. Peut-être certains le feront, tant mieux pour eux, mais moi, c'est pas mon truc. Non, enfin, la vision très romantique, un petit peu, où on se dit, il faut que je sois vraiment perturbé pour pouvoir poser quelque chose de génial sur le papier, moi, je sais pas faire ça. Non, j'ai plutôt besoin d'être tranquille et pour pouvoir justement me permettre de me mettre dans une situation un peu de déséquilibre dans la réflexion pour aller chercher ce qu'il y a dans l'interstice de la vie de tous les jours. Alors, je vais revenir sur la méthode. L'auteur arrive avec son tapuscrit, et là, il y a un éditeur qui dit je vais lire. Et toi, ta méthode, c'est quoi, Daniel? Et ta relation ensuite avec Olivier? Mais précisément, on me dit j'ai un livre sur Prague. Moi, ça me touche aux entrailles. C'est difficile. Je vais attendre un peu. Je crois que j'ai pris mon temps. Il me l'a donné au mois de juin. Et cependant, le livre était prêt au mois de septembre, donc ça n'a pas pris tant de temps. Je l'ai pris, naturellement. Nous avons fait une première fête où il y avait énormément de monde et, très étrangement, énormément de joie sur le visage des personnes qui avaient été invitées. Peut-être parce que nous étions à la fin de l'été et que le soleil était ce jour-là magnifique. Mais enfin, quand même, il a été apprécié. Mais si, il a été apprécié. Il a été apprécié. Sinon, il y aurait une deuxième édition. Je comprends une troisième, mais je suis complètement sous, avec mon petit souci actuellement. Quelle était, au fond, la question? Le rapport avec l'auteur, d'une manière générale, et avec Olivier en particulier, quand vous avez le tapuscrit dans les mains. Le rapport avec l'auteur, en général, est un bon rapport. Et c'est un bon rapport parce que j'ai cette singularité, je l'ai dit au départ, je suis d'abord écrivain. Et je suis éditeur par accident. C'est assez magnifique pour celui qui vous fait confiance. C'est quelqu'un qui donne à un écrivain la possibilité de décider de la vie ou de la mort, du moins chez lui, dans sa maison. Voilà. On ne donne pas un lecteur qui va ensuite en parler à un autre lecteur. Je prends des décisions, elles sont définitives, et je suis le seul à les prendre. Et c'est en ce sens que la petite édition est une édition un peu singulière en ce qu'elle est définitive. Il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Je dis oui, je dis oui. Je dis non, je dis non. Je peux revenir en arrière quand j'ai dit non. Mais en général, ça ne se passe pas ainsi. Voilà.
juste avant de passer la parole à Olivier, si tu veux bien, Daniel, Frédéric, est-ce que... oui, le micro. Pardon. Je voudrais le point de vue de Frédéric sur cet auteur qui doit ou non s'oublier quand il écrit. Comment entre-t-il dans son œuvre, c'est pour le dire ainsi? Bon, alors, comme on m'a présenté comme un critique de cinéma, je voudrais quand même dire que j'ai fait pendant 40 ans de ma vie du latin. Et je ne sais pas si on comprendra ma réponse à la question, mais il y a un verbe que j'aime beaucoup en latin, c'est le verbe commencer. Et le verbe commencer en latin existe au présent, mais pratiquement pas. Pour dire je commence, il faut dire en latin j'ai commencé. Autrement dit, quand je commence, il y avait déjà, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, la matière était déjà là. Donc c'est une mise en ordre, mais c'est pour ça que je citais aussi la Genèse dans la Bible. Dieu a certainement fait beaucoup de boulot, mais il y a quand même des éléments qui sont là, c'est-à-dire Dieu il sépare le jour de la nuit, etc. Bon, c'est la pagaille la plus complète au départ, donc on a besoin de lui. Mais il n'y a pas, me semble-t-il, dans la Genèse, l'idée que ça sort ex nihilo. Non, il arrive, il met les choses en ordre. Donc, la question reste, effectivement, quand se produit le déclic qui fait qu'on se rend compte qu'on a commencé. Si je puis parler très prétentieusement à la première personne, je ne sais pas, parce que je regarde mon ordinateur, moi quand j'ai à écrire très souvent, j'ai l'impression qu'il me dit alors ça vient ou ça vient pas. Et puis arrive un moment où ça vient, mais je suis incapable de t'expliquer pourquoi. Je ne sais pas si c'est comme ça avec toi, mais mon ordinateur est l'un des pires ennemis dans la maison quand il est là. Voilà. Moi j'aime bien mon ordinateur, mais je suis assez d'accord pour dire que c'est quand même un animal un peu sauvage. Et quand il veut pas, il veut pas. Quoi. Bon. Il veut pas parfois techniquement parce que je suis pas vraiment un geek. J'ai un peu de difficulté parfois avec les applications. Mais il est sauvage aussi parce qu'il y a une sorte de regard un peu opaque qui nous renvoie là et parfois on cherche dans la page, enfin dans l'écran, on cherche un petit peu sur quoi on pourrait se raccrocher. C'est assez lisse, il n'y a pas grand chose de voilà. Bon, donc on fait un peu comme on peut quoi, mais pas simple. Oui, bien sûr. Le point de départ, il est difficile à rétrospectivement à le trouver quand on commence à créer. En fait, dans le bouquin, Archimboldo voit déjà évidemment le corbeau avant même que le corbeau soit posé sur la toile. En fait. Il se voit déjà. Et ce qui m'a amusé au fond, c'était de constater que l'œuvre voyait aussi et entendait son créateur avant même d'être posé sur la toile. Moi j'y vois une sorte de profondeur dans l'acte de révélation qui moi m'a assez passionné. Et donc là on a cette question sur ce qui précède voilà, ce qui précède l'arrivée dans le réel, si on peut dire, de notre vie, de quelque chose qui peut être préexistant ailleurs. Mais je ne veux pas être tomber trop dans le spiritisme. Je voudrais entrer un peu dans le roman parce qu'il y a une chose évidente, c'est que tu as refusé l'idée d'écrire un roman, tu as écrit un récit. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ouais, ce point est pas clair parce que c'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir commis un récit. Mais bon, dans la vie de tous les jours, on parle de roman parce que c'est voilà, donc c'est un peu ambigu ce bouquin là, de ce point de vue. Et moi, en tant qu'auteur, j'avoue que là-dessus, c'est un peu ce qui m'échappe dans ce livre. Ça me semblait intéressant. C'est amusant de penser que quelque chose t'échappe dans ce que tu as écrit. Ah oui, bah oui, c'est pas la seule chose. Il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé. Le bouquin, il bouge un peu dans les mains en réalité.
même quand c'est les mains du gars qui essaie de transcrire. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était la mise en abîme. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et ce qui m'a, oui, je me suis amusé à faire cette mise en abîme. C'est-à-dire, au fond, j'ose espérer, et c'est un peu mon... Oui, c'est ça, c'est l'espoir, que des lecteurs peuvent se dire, ah ben oui, je me suis donc moi aussi projeté, je suis cet écrivain au bord de l'Avtlava, qui se retrouve projeté, qui vit à notre époque, hein, aujourd'hui, qui est assis au bord de l'Avtlava, donc en face du château de Prague, et qui, pour X raisons, artifices et autres, se retrouve quelques siècles avant, dans un lieu pas très loin, finalement, géographiquement, puisque c'est le château qui est de l'autre côté de la rive. Évidemment, le fait que ce soit de l'autre côté de la rive, c'est pas anodin. Et même si c'est pas le Styx, hein, ça reste l'Avtlava. Mais et donc, il va être le témoin de ce qui se déroule dans l'atelier du peintre, de l'artiste, en train de créer. Et il nous raconte ça. Donc, du coup, c'est un récit. Bon, alors après, une fois que je suis revenu dans la posture de l'écrivain qui sort de son artifice, si on peut dire, de retour sur le banc à notre époque de l'Avtlava, de l'autre côté, donc de revenu sur l'autre côté du fleuve, c'est un livre, on va appeler ça un roman. Mais vous voyez que c'était pas aussi clair que ça à l'époque. Est-ce que tu peux nous parler des trois mises en abîme? Parce que c'est tellement fondamental dans ce film. Ça pourrait être un film. Oui, est-ce que... Je crois que j'ai fait quelques films, c'est peut-être pour ça. Oui, Frédéric, tu connais un réalisateur qui serait intéressé? On en reparle. Des mises en abîme. Mais d'abord, cette mise en abîme que je viens de signaler, c'est-à-dire entre la correspondance entre deux époques, la nôtre et 1585, où un type de notre époque maintenant se retrouve donc dans cette espèce de pluie temporelle à une autre époque. Il y a bonjour Motley, je salue l'arrivée de Motley, qui est le peintre qui a réalisé la couverture du livre. Merci Motley d'être avec nous. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc cette mise en abîme. La mise en abîme aussi de l'artiste face à la toile blanche, qui fait que il y a cette correspondance au fond qui n'est pas évidente et qui fait que il va y avoir un va-et-vient sans cesse permanent entre l'œuvre qui n'est pas encore transcrite mais qui est peut-être déjà là, et le peintre qui lui va se débattre pour arriver à terminer, à mettre un point final à l'œuvre si c'est possible. Et je ne révélerai pas la fin du livre. Voilà, je ne sais pas si c'est possible, on verra. Vous verrez ceux qui l'auront lu. Et la troisième mise en abîme, peut-être un peu plus romanesque pour le coup, qui est la relation entre le peintre en train de créer. Alors ça va contredire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais dans les affres et douleurs, parce qu'en fait il est quand même pris par le défi de devoir créer cette œuvre en 5 nuits. Ce qui est impossible en réalité, mais bon, finalement dans le bouquin c'était impossible, donc pourquoi pas. Et son amour pour Clara, qui est l'une des femmes qui est proche de la concubine de l'empereur, puisque Rodolphe II ne s'est jamais marié, il a eu une concubine en revanche, Catherine, et donc Clara, avec une différence d'âge, ce qui rajoute dans la mise en abîme pour moi, et l'amour impossible donc de l'artiste pour Clara, impossible pour plein de raisons, et qui donc le place dans une situation de déséquilibre émotionnel assez fort. Tout à l'heure, tu parlais de choses
plus facile. Je voudrais revenir juste sur cette manière d'écrire, mais surtout sur l'envie d'écrire, la nécessité d'écrire, et ensuite de donner à lire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, bon, j'ai fini, j'arrête, ou pas. Est-ce que mon œuvre est terminée? Est-elle imparfaite? Est-elle celle que je voulais? Et est-ce que je m'autorise aujourd'hui à la faire lire? Oui, c'est une question qu'on se pose longtemps. Enfin, moi en tout cas, je me la pose longtemps. Et puis à un moment donné, je ne me la pose plus. Et c'est à ce moment-là où je me dis, ah, ça y est. Mais en réalité, c'est peut-être l'œuvre, le bouquin qui te dit à un moment donné, il faut que c'est bon. Tu es arrivé là où moi je voulais que tu arrives, quelque part. Hein, je fais ce renversement. Et c'est pas simplement une bulle d'esprit, je pense. Après, l'inachevé peut faire une œuvre. Moi, j'ai en tête, par exemple, Italo Calvino qui fait un roman dont le nom m'échappe, qui n'est fait que de débuts de livre. Alors, il y a 10 ou 12 débuts de livres dans le même roman. Et donc, finalement, le sujet de l'auteur, c'est justement la chose inachevée. Les aventures de Marco Vallée. Bravo. Oui, non, c'est un livre très intéressant, qui en rapport d'ailleurs avec l'amour, c'était pas très original, mais on a un type dans un train qui attend d'arriver pour retrouver la femme aimée, et puis il s'aperçoit à la fin que la plus belle histoire d'amour, c'est celle qu'il vient d'imaginer pendant le voyage en train. Voilà. Ça fait l'objet d'un film ou pas, ça, d'ailleurs? C'est formidable. Alors, si tu permets, je ne pense pas que ce soit adaptable au cinéma, mon livre, pour une raison très simple, c'est que je ne connais pas un seul film qui a été fichu de traduire de manière convaincante la création. Alors, il y a des films sur des écrivains, alors comment on voit qu'ils créent? Ah, ils sont au bistrot avec un café, et là, et ils écrivent, et on les regarde en train d'écrire. Et ça ne me dit pas pourquoi ils écrivent. Peinture aussi, on ne pourra jamais au cinéma montrer que le tableau est là avant même qu'il soit là. Donc, et je pense que c'est ça la supériorité d'ailleurs de la littérature, c'est qu'elle permet de voir ce qu'on ne voit pas. Alors que le cinéma, bon, même s'il y a les trucages, etc. Non, il n'y a qu'un film qui me convainc vaguement qu'on puisse traduire la création, c'est un sketch de New York Stories, film de 3 sketchs, l'un par Woody Allen, l'autre par Coppola, et le troisième par Scorsese, et le troisième de Scorsese, c'est sur un peintre. Alors là, vraiment, on sent physiquement que le peintre a envie de rentrer dans son tableau. Mais il faut quand même que le tableau soit là pour qu'on voit. Je ne suis pas sûr que le cinéma soit le meilleur outil pour traduire la création. Daniel, est-ce que je peux te poser cette même question puisque tu es aussi auteur, à quel moment tu dis, même en tant qu'éditeur, à quel moment tu dis cette œuvre est publiable, à quel moment tu te dis je m'autorise à la montrer? Moi, je ne ressens aucun dégoût. C'est-à-dire longtemps après l'avoir créé et longtemps après l'avoir lu, relu et 1000 fois refaite. Donc ça prend pas mal de temps. Il n'est pas un livre que j'ai écrit qui m'ait nécessité plusieurs années de travail, quel que soit son épaisseur. Certains sont très épais, notamment celui consacré à Prague, de milliers de pages. Mais je viens de terminer une œuvre extrêmement difficile, en tout cas elle a été très difficile pour moi. Elle s'appelle, ce titre que je trouve beau, Ma mère, et qui paraîtra bientôt, et qui peut-être me permettra de guérir. On revient sur la thérapie, hein. Je suis désolé, ma question n'était pas si... C'est là où on vit des marques. Frédéric, le créateur est-il le premier public d'une œuvre? Non, il y a ma femme qui me dit que le premier paragraphe est nul, que le deuxième est mauvais, que le troisième doit être réécrit. Bon, donc elle partage tout à fait, quand j'écris un texte, elle partage tout à fait
mes créations. Non, mais la question est passionnante, mais elle me paraît insoluble. Je ne pense pas que l'auteur... Enfin, l'auteur est évidemment... bon, je vais donner un exemple. Vous savez qu'il y a toujours ce serpent de mer. Corneille aurait écrit les pièces de Molière. Bon. Pourquoi pas? Non, ça ne tient pas debout, à mon avis, mais enfin peu importe. Mais comme le disent certains spécialistes sérieux, quels sont les arguments? A, il emploie les mêmes tournures de phrases. A, il emploie les mêmes mots. A, il emploie les mêmes idées. Bon, et si vous parlez avec un spécialiste sérieux de littérature, il vous dira oui, c'est vrai. Simplement, si vous regardez 10 auteurs de la même époque, vous allez retrouver les mêmes similitudes. Pourquoi? Parce que même si vous êtes archi génial, vous n'échappez pas au fait que vous travaillez avec la langue qui est celle du milieu dans lequel vous vivez, etc. Et quand bien même vous écririez exactement le contraire de ce que vous entendez, le fait de jouer contre montre bien que vous êtes déterminé par ce qui vous entoure. Donc, il y a effectivement cette contradiction, j'en sais rien, mais cette dualité qui pour moi est insoluble, c'est que l'auteur, il écrit avec les 26 lettres de l'alphabet qui sont à la disposition de tout le monde, mais simplement il les ajuste, il les arrange d'une manière un peu meilleure que le commun des mortels. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ajuste mieux? Alors ça, franchement, j'en sais rien. Je pense à quelque chose de touchant, c'était l'apostrophe, il y avait nourricier, si ma mémoire est bonne, et je le revois encore, pas pleurant, mais enfin, c'est pas juste, Chateaubriand est un plus grand écrivain que moi, et pourtant je travaille beaucoup. Et ça paraît ridicule, mais moi ça m'émeut toujours, effectivement, il doit travailler beaucoup. Alors, moi je traite. Une petite question. Est-ce que lorsque vous rencontrez vos lecteurs, est-ce que ça vous donne une impression différente de votre œuvre? Est-ce que dans votre tête, ça la modifie? Est-ce que ça ouvre des perspectives? Tu veux commencer, Olivier? Oui, parce que d'abord, moi j'adore ça, vraiment. Moi j'adore qu'un lecteur vienne m'expliquer mon livre. Mais vraiment. Qu'on me dise, tiens, là-dessus, j'ai compris ça, ou tiens, pourquoi tu as dit ça? Parce que moi je crois. Voilà, ça arrive souvent. Et vraiment, si c'est pas du tout ce que j'ai en tête, ça ne me dérange en rien. Au contraire, ça m'intéresse. Et je me dis, ah tiens, je croyais avoir écrit ça, finalement j'ai écrit autre chose que ce que je croyais. Et au fond, il y a quelqu'un qui a trouvé un certain intérêt. Moi, c'est ça qui m'importe, en fait, c'est est-ce que ça a permis de passer un moment un peu sympa, quoi. Voilà. Mais, et si ça ne correspond pas exactement, voire pas du tout, et ça peut arriver, aux sentiments ou aux émotions que moi j'ai cru traduire, ça ne me dérange pas. Alors, évidemment, quelqu'un qui viendrait me dire, mais généralement on ne vient pas me dire, vraiment ton livre est nul. Personne n'a osé encore, ça viendra peut-être, mais là évidemment ça ne fera pas plaisir, mais bon, c'est la vie. Daniel, même question. Je crois que pour poursuivre sur ce que tu viens de dire. Tu m'as pas dit que mon livre était nul. Non. C'est mon premier lecteur. Oui, mais j'entends qu'il est très rare aujourd'hui que l'on dise très sincèrement à quelqu'un, votre livre, quand vous est affreux, ou rien du tout. C'est quelque chose, cette espèce de vérité entre guillemets que l'on voit dans les correspondances des grands auteurs du XIXe siècle, voire du XXe, n'existe pas, me semble-t-il. Quelle était au fond la question que vous posiez? La question c'est, est-ce que vous avez un rapport différent à votre œuvre une fois quand vous rencontrez votre public et qu'il vous interroge sur le livre? C'est une question intéressante et difficile. Il n'est pas un livre que j'ai écrit qui a demandé parfois des dizaines d'années. Donc je n'ose pas demander à mon public ce qu'il pense de mon livre qui a été écrit pendant des dizaines d'années. C'est que peut-être lorsqu'il l'aura achevé, s'il l'a achevé, je ne sais pas si je serai de ce monde. La question ne se pose pas. Ceci étant, certaines personnes m'ont écrit, et même d'autres, si vous permettez, ont fait des livres sur ces livres.
ça a touché un certain public. En ce sens, j'étais seulement heureux, mais comme Mais il y a eu un livre récemment sur toi, qui est sorti récemment. oui, oui. Il y a aussi, il y a eu des travaux universitaires, etc. Mais ce qui compte, c'est de faire l'œuvre. Et moi, je dis toujours à mes auteurs, faites-leur. Et ensuite, nous discuterons, c'est-à-dire les autres, pas moi. Je suis un intermédiaire, mais faites-le, écrivez-le. N'hésitez pas, allez jusqu'au bout. C'est dur, mais allez jusqu'au bout. Nous avons ici un auteur qui s'appelle Morel de Sarcus, qui m'a donné quelque chose d'assez considérable, quelque chose de très étonnant pour notre temps. Il m'a donné son œuvre romanesque complète. Son œuvre romanesque complète, que je vais expliquer, c'est mois, c'est semaines près, il fait ni plus ni moins que 2000 pages. C'est quelque chose. Moi, je suis content qu'il y ait, pour un auteur qui aime abonder, développer, etc., qu'il ait trouvé un éditeur qui lui permette d'aller jusqu'au bout de cette espèce de folie et d'écrire des milliers de pages. Sur quoi? Sur la vie, des personnages, être, ne plus être, mourir, revenir, etc. etc. Je voudrais poser la même question à Frédéric en l'abondant légèrement. En début de notre conversation, il a dit qu'il avait du mal à critiquer des films parce qu'il y avait toujours beaucoup de gens qui avaient travaillé sur un projet et que c'était toujours difficile de démonter un film, dans ce fonctionnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, bon, je relis ce que vous venez de redire, je vous en remercie. Il y a un minimum de politesse vis-à-vis d'un auteur ou d'une équipe qui a travaillé. On ne peut pas en 2 phrases. Enfin, il y a je ne sais plus quel réalisateur, oui, c'est Hazanavicius, qui, dans un article du Monde, disait la différence entre les critiques et moi, c'est que les critiques, ils ont écrit des centaines d'articles sur des centaines de films, tandis que moi, même si ça marche bien, dans mon existence, je vais tourner quoi? Je vais tourner une dizaine de films. Donc la partie est inégale de toute façon. Bon, et puis aussi, il y a quelque chose d'injuste, c'est que quand on reproche à un écrivain ou à un cinéaste de ne pas avoir fait ça aussi, et dans certains cas, il aurait bien voulu faire ça aussi, mais les circonstances ont fait qu'ils ne les ont pas faites. Bon, alors là, je vais encore parler à la première personne. Dans un livret que j'ai publié sur je ne sais trop quel film, j'ai eu droit comme appréciation sur Internet, ah, c'est trop court. Ben, c'est trop court. Moi, on m'a dit, tu fais 25 000 signes, j'ai fait 25 000 signes, ça fait partie du contrat initial. Donc, il y a quelque chose et on revient, en fait, là, me semble-t-il, à la question de savoir si l'auteur est vraiment l'auteur de son œuvre, c'est qu'on impute à l'auteur des responsabilités qui ne sont pas toujours les siennes. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il ne fait rien, bien sûr, mais la question me paraît encore un peu insoluble et c'est ça qui fait son intérêt. Alors, si vous voulez bien, parce qu'il nous reste malheureusement très peu de temps, je voudrais d'abord demander à Maud, si elle veut bien, de nous lire un nouvel extrait. Arcimboldo priait la lune. Lune, donne-moi les moyens. Parle-moi, que ta voix guide mes songes éveillés. De ta bonté naîtra l'être fabuleux. Je suis seule, malgré les musiciens, impuissant, malgré leurs couleurs. Que par ta bouche aimante, la nature m'embrasse encore, juste une fois, encore, juste une fois. Même juste dans les plis des entremondes, dans les plis des séparations, ceux des inspirations qui ne doivent rien à quiconque hors ta bonté. Bonté de lumière nocturne, bonté et générosité. Je ne serai pas un ingrat. J'irai au bout de mes forces, j'irai dans les contrées profondes des créations, aux humilités obstinées du serviteur qui sait n'être rien face aux beautés du monde. J'avancerai le travail et le finirai, les yeux écarquillés, toujours aveugles, servis face au regard du Créateur. Je braverai les frontières hostiles des doutes et des renoncements jusqu'aux étendues désolées et brûlées des terres torrides que tu apaises par ta voûte étoilée.
Je pourrais alors m'endormir. Lune, donne-moi les moyens. Soutiens-moi, lève les humeurs dans mes veines, raffermis mes mains fatiguées, ordonne force de vie. Alors le corbeau chantera en rémission les peines incisives, et je m'endormirai enfin. Rapidement, parce que malheureusement il nous reste peu de temps, l'artiste dans son temps, l'artiste dans sa vie, l'artiste dans son quotidien, l'artiste dans sa vie sociale, quel est-il? Ah ouais, merci. Ça va, Yann? Merci Michel. Je ne suis pas sûr qu'il faille comme cela scinder les personnalités. Tu vois. Il y a des artistes qui, il fut un temps, mais encore aujourd'hui, sont artistes parce qu'ils répondent à des commandes publiques, par exemple. Ils peuvent en vivre parce que effectivement ils sont soutenus. Dans le cinéma, je ne sais pas si tout le monde vit de son art, mais il y a des aides qui existent. Et au fond, l'artiste, je connais quelques peintres, Maudely, je redis, qui est ici, qui se cache là-bas au fond, mais qui est avec nous. J'aimerais bien que tu entendes aussi à un moment donné, Maudely. Mais vivent évidemment totalement de leur art. Pour l'écriture, c'est moins simple. Mais en réalité, quand je fais autre chose que écrire, j'ai pas l'impression d'être une autre personne. Je pense, voilà, je crois pas, je ne pense pas que je sois dans une situation où je vais serrer ma personnalité selon ce que je suis en train de faire. Voilà, donc donc l'artiste, si tant est que voilà, en tout cas, quand moi j'écris, j'ai pas l'impression d'être une autre personne que quand je n'écris pas ou quand je fais autre chose. J'ai envie de dire au contraire, c'est presque une sorte d'équilibre qui permet justement de créer, il me semble. Voilà. Donc la relation sociale, je ne suis pas sûr qu'on puisse créer seul. Je ne suis pas sûr qu'on puisse créer en étant isolé. Je suis même presque persuadé du contraire. Je pense que ce qui permet, en tout cas moi, ce qui me permet moi de me poser, prendre le temps d'écrire, peu importe l'heure ou le moment, c'est précisément parce que je vis par ailleurs. Et ça fait partie, quand je dis vie par ailleurs, c'est une vie, disons, riche. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça se complète bien, ce n'est pas en opposition, même si j'avoue que parfois j'aimerais avoir plus de temps pour écrire, c'est vrai. Je vous propose, si vous voulez bien, de continuer cette discussion à côté en buvant un verre, mais je vous propose surtout de finir par une quatrième et dernière lecture de Maud, si vous voulez bien. Je sais, cher lecteur, malgré toute la fébrilité de ma retranscription, mon récit difficile à croire pour tout esprit habitué aux raisons des évidences. Et peut-être jugeras-tu hautement spéculative toute interprétation des faits que je t'ai rapportés ici. Pourtant, ne crois pas que mon propos soit la marque d'un esprit faible et dérangé. Je penserais comme toi si je n'avais pas chaque jour la preuve de la confusion des hommes, ballottés par leurs sens, allant d'une certitude à une autre, soudain exactement inverse à la précédente, poursuivant le mystère de la création. Ils la traquent, ils la fixent, elle leur échappe. Mais maintenant que tu connais l'aventure qui fut la mienne, projetée par je ne sais quel sortilège à Prague, à la cour de l'empereur Rodolphe II, au cœur du château, dans l'atelier du peintre Arcimboldo, où je fus le témoin des espoirs et douleurs du peintre, autant que des questionnements sans réponse de son œuvre, nous sommes, toi et moi, désormais liés au même secret. Merci Daniel, merci Frédéric, merci
Merci Olivier. Et je ne me trompe pas, on boit un coup maintenant. Allez, on va boire un coup. Je vais